Merci beaucoup, professeur Krioul, pour vos mots d'introduction. Merci, à tous pour votre invitation aujourd'hui. Juste par rapport à la communication, précédente, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Je voulais savoir quelle était la réflexion actuelle sur la mise en place du dépistage néonatal, puisque la plupart de ces maladies héréditaires du métabolisme, quand même, sont totalement transformées, par le dépistage. Voilà, donc c'était plus une question, générale, hein, pas du tout bien sûr qu'il faut continuer à bien connaître tous les diagnostics, mais c'est vrai que, par exemple, une leucinose, maintenant, on l'évoque plus du tout de la même façon, une acidurée glutarique de type 1 ou autre, voilà. Donc peut-être on aura l'occasion d'échanger. Alors effectivement, aujourd'hui, vous m'avez demandé de parler d'un sujet qui est, différent, c'est le suivi de l'enfant épileptique en pédiatrie de ville. Alors pour cela, il faut commencer par définir ce qu'est l'épilepsie et bien se rappeler que quand même chez l'enfant, c'est une maladie neurologique qui est fréquente et surtout, c'est une maladie chronique et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça va entraîner à partir du moment où on parle de maladie chronique, on va parler d'information, de diagnostic, d'éducation thérapeutique et d'accompagnement. Toutes missions qui sont dévolues aux pédiatres, en ville, donc le titre de la présentation et j'allais dire à tout pédiatre, mais en particulier aux pédiatres traitants, aux pédiatres le plus près de l'enfant. Donc il faudra aussi, bien savoir ce que c'est que les crises, savoir les reconnaître, les identifier et les traiter bien sûr et puis tous les éléments associés et donc c'est une maladie extrêmement hétérogène. Alors, très rapidement, hein, sur ce premier schéma, lorsque vous avez une première crise non fébrile, bien sûr, on ne va pas parler des crises fébriles aujourd'hui. Dans 50 des cas, c'est un épisode unique. Il faut chercher un contexte infectieux, même s'il n'est pas fébrile, ça peut être dans un épisode viral et en général, ça restera unique. Le G est normal et la plupart du temps, on va s'arrêter là. Mais dans 50 des cas, cette première crise dite unique au départ, en fait, va être le début d'une épilepsie débutante avec où on retrouvera des épisodes critiques antérieurs qui avaient été mal définis. Donc vraiment l'interrogatoire, comme toujours, est extrêmement important. Non seulement il faut interroger, mais il faut écouter parce que chez l'enfant, il a beaucoup de mal, autant un adulte peut, en particulier dans des signes, moins spécifiques avec, par exemple des sensations d'hallucinations visuelles ou de malaise, de nausées. L'adulte va le décrire très bien, l'enfant beaucoup moins bien et on dira: «Ah bah tiens, il n'était pas bien à ce moment-là» et on retrouve ces éléments à l'interrogatoire et puis l'électroencéphalogramme, bien sûr, qui est l'examen clé qui nous aidera et chercher une sémiologie électroclinique, spécifique. Et puis ne pas oublier donc on parle de maladies chroniques, ça débute dans l'enfance, mais comme vous le voyez, ça peut continuer et dans beaucoup de cas, ça va continuer à l'âge adulte. Donc attention au message délivré, au message initial en disant: ben vous inquiétez pas, tout va disparaître». En fait, c'est loin, loin d'être le cas. Donc il faut 2 crises non occasionnelles, ça vous le savez, ou une crise non occasionnelle et un risque de récurrence de plus de 60 suivant, le tableau clinique, préexistant et puis, un syndrome épileptique. Donc la prise en charge globale qu'il va falloir effectuer, c'est celle sur la vie quotidienne. Un enfant, sa vie quotidienne, c'est bien sûr au sein de sa famille, donc la vie familiale, le retentissement sur la famille. Il y a une anxiété majeure avec des parents qui n'arrivent plus, qui par exemple mettent des petites caméras ou un signal d'alerte dans une chambre parce que l'enfant fait des crises nocturnes ou qui même vont dormir avec leur enfant. Donc ne pas oublier aussi de faire bien le point avec la famille sur tout ça. Et bien sûr, le lieu de vie de l'enfant en dehors de la famille, c'est l'école. Donc, voir quel est le retentissement sur sa scolarité. Ne pas oublier qu'on ne va pas traiter des crises, mais une maladie, que le diagnostic de syndrome est un prérequis au traitement et qu'en l'absence de diagnostic précis, on peut traiter sur un risque de récidive.
Alors là, c'est la même chose, donc c'est des études qui avaient bien montré depuis maintenant, un certain temps que lorsqu'il y avait une première crise sans fièvre, là, vous voyez cette étude qui est ancienne, mais qui est toujours valable, on retrouve 51 de récidive. Qu'est-ce qui va nous inciter à parler d'un risque de récidive? Bah, c'est avant tout, bien sûr, l'interrogatoire, l'examen. Donc, si c'est un enfant qui a un développement normal, un examen neurologique normal, un EEG normal, une imagerie cérébrale normale, le risque est faible. Par contre, beaucoup plus élevé s'il il existe une anomalie à l'un de ces signes, donc de ces tableaux, le développement, l'examen neurologique, le l'EEG ou l'IRM. Une fois qu'on a, diagnostiqué cette épilepsie, que vous avez tous les critères pour porter le diagnostic d'épilepsie, il va falloir l'annoncer, il va falloir donner l'information et là, le rôle du pédiatre est primordial. Il ne faut pas oublier qu'une première crise, surtout lorsqu'il s'agit d'une crise tonico-clonique avec, perte de connaissance, c'est extrêmement traumatique, un vécu traumatique et les parents vous les décrivent toujours, ils ont l'impression que leur enfant allait mourir, qu'il y avait un malaise très important, une pâleur, une perte de connaissance et puis ils vous décrivent et souvent quand vous demandez combien de temps, ça a duré, ils vont vous dire 20 minutes, une demi heure, alors qu'en réalité ça a duré 1 à 2 minutes et que la phase post-critique est considérée comme, la phase de la crise. Alors il faut bien réassurer déjà, hein, lorsque la première question et très souvent c'est: «Est-ce qu'il risque de mourir lors d'une crise?» C'est très rare, mais il y a des risques et il faut savoir qu'il existe dans ce qu'on appelle les SUDEP, qui est, l'une des causes les plus fréquentes de décès brutal non accidentel chez l'adulte jeune. Donc on parle souvent des causes cardiaques, de troubles du rythme, on a vu tout à l'heure avec la maladie de Fabry, mais les crises d'épilepsie peuvent être aussi une cause de mort subite et en particulier la nuit et donc c'est très difficile parce que personne n'a assisté à l'événement et le jeune, alors c'est plutôt chez l'enfant plus grand, hein, que c'est plus le préadolescent et l'adolescent où il y a ce risque-là et en l'absence de témoins, on ne sait pas bien ce qui s'est passé. Alors on annonce le diagnostic à la famille, aux parents, mais finalement on se rend compte que l'enfant, lui, on lui explique pas très souvent, donc il faut vraiment faire un effort et vraiment parler à l'enfant puisque c'est lui qui ressent ces symptômes, qui a des difficultés à les expliquer, à les décrire, mais il faut bien expliquer à un enfant ce que c'est qu'une épilepsie et faire attention à ce qu'on appelle le rappel de la maladie, en particulier l'adolescence et puis il va très rapidement trouver, on a vu hier, l'utilisation des écrans par les jeunes. Et ben, à l'adolescence, la préadolescence, ça c'est clair qu'il va trouver toutes ces informations sur différentes plateformes, sites et réseaux, etc. Et donc là, sans que ça lui ait été expliqué à lui directement. Alors, l'annonce diagnostique, la question immédiate, c'est pourquoi? Est-ce que c'est grave? On l'a vu. Est-ce qu'il y a un risque de décès? Quel est le pronostic? C'est une maladie chronique, donc le pronostic, est-ce que c'est une maladie de l'enfant ou une maladie qui va le suivre à l'âge adulte? Est-ce qu'il y a un traitement? Alors, le traitement dès la première crise, en général, il n'y a pas de lieu de commencer un traitement en urgence. Et il faut, lorsqu'on va débuter un traitement, c'est qu'on est vraiment devant une épilepsie avérée, qui a un risque de récidive qui est fort et donc l'annonce diagnostique doit absolument être faite dans des bonnes conditions. Donc très souvent, on va commencer ce traitement et il faudra donner les informations sur le traitement avec le risque des effets secondaires du traitement qui existe, le risque donc de récidive de crise et on espère que ça réduit vraiment le risque de crise et en fait, le traitement, il va traiter les crises, mais il ne traite pas la maladie épileptique en tant que telle. Et lorsqu'il s'agit d'une maladie épileptique qui se prolonge à l'âge adulte, ce n'est pas le traitement qu'on va donner enfant qui va changer le pronostic de l'épilepsie. Alors, très rapidement, parce que ce n'était pas tout à fait le topo, mais là, c'est juste un tableau qui reprend les différentes crises qu'on peut voir chez l'enfant, avec les bilans, donc les différents bilans qu'on va réaliser et les différents résultats qu'on va retrouver, et puis les traitements en fonction du type de crise. Donc ça, c'est extrêmement important. Toujours avoir le diagnostic le plus précis possible.
soit vous êtes dans 2 circonstances, soit c'est un enfant dont l'épilepsie a déjà été diagnostiquée et vous savez dans quel, syndrome, en fait, il se place et donc on va voir comment on le suit. Soit c'est vous au, regard des différents, éléments que vous avez, que ça soit l'âge du diagnostic, l'EEG, l'IRM, les difficultés scolaires et autres et puis la réaction aux différents antiépileptiques et à ce moment-là, voir comment vous orientez votre suivi, mais j'allais dire plus des crises et du risque de récidive de crise. Autre question et les parents sont toujours là et les enfants aussi, parfois les ados, les plus grands, posent des questions qui ne sont pas toujours évidentes. Est-ce que les crises sont dangereuses pour le cerveau? Est-ce que l'épilepsie retentit sur le développement cérébral? Est-ce que les antiépileptiques ont des effets secondaires? Et ça, c'est des questions qui vont sortir pas forcément dès la première consultation lors de l'annonce, mais au cours du suivi. Et c'est pour ça que le pédiatre doit absolument être le plus possible, j'allais dire, parce que c'est parfois compliqué, au clair avec les réponses qu'on va proposer. Donc, quelques pistes. Tout d'abord, les conséquences directes de l'épilepsie sur le fonctionnement et le développement cognitif. C'est vrai que l'activité épileptique, c'est un processus dynamique qui évolue avec la maturation cérébrale. Donc, ça peut interférer avec le développement des capacités cognitives. C'est le propre de l'enfant, c'est que, bien sûr, le cerveau est en développement de façon constante, qu'au fur et à mesure de ce développement, on l'a vu avec tous les réseaux qui se mettent en place, les synapses, etc. La cognition va dépendre de ça. Mais si l'épilepsie va entraver cette mise en place des réseaux, on aura aussi un déficit cognitif qui sera secondaire à l'épilepsie, parfois pas exactement secondaire à la cause initiale de l'épilepsie, puisqu'il y a très souvent une cause de l'épilepsie, génétique ou autre, qui elle-même, ces causes pouvant elles-mêmes entraver le développement psychomoteur, mais l'épilepsie en elle-même peut aggraver cette atteinte psychomotrice. Donc avec des déficits neuropsychologiques permanents et parfois corrélés aux anomalies intercritiques. Et ça, c'est EEG intercritique, c'est extrêmement important de rechercher si sur l'EEG, il y a une activité de fond extrêmement irritative. Alors, reprendre donc sur le cerveau en développement, donc le seuil d'excitabilité neuronale est plus faible et ça favorise, c'est ça qui favorise aussi la diffusion et la propagation des décharges épileptiques. Et vous savez qu'en particulier entre 0 et 1 an, c'est là où on voit apparaître donc une épilepsie qui peut être très sévère avec de très nombreuses décharges, que ce soit des crises ou des anomalies à l'électroencéphalogramme. Les troubles observés vont être fonction aussi du site de l'activité épileptique, de l'âge et du développement des fonctions cognitives. Et par exemple, le retentissement cognitif des épilepsies temporales est beaucoup plus sévère chez le jeune enfant où il y a encore toute cette maturation cérébrale qui est en cours que chez le préadolescent. Donc là encore, c'est le propre du pédiatre, c'est que lui, il sait très bien qu'il n'a pas affaire à un adulte où quelque part la fonction cognitive, elle est totalement fixée et que le retentissement est beaucoup plus important chez un tout petit où la maturation cérébrale n'est pas terminée que chez un adolescent qui est un préadulte. Et j'en veux pour preuve que lorsqu'on suit des enfants, des nourrissons ou des très jeunes enfants atteints d'épilepsie sévère, qui ont une dysplasie focale, qui ont un retentissement psychomoteur, lorsqu'on va les opérer, on aura une chirurgie de cette dysplasie focale, très rapidement, on a une réapparition des interactions sociales, voire une reprise du développement psychomoteur. Donc ça montre bien le poids finalement de l'épilepsie, de ces crises, de ces activités irritatives sur le cerveau, d'autant plus que l'enfant est jeune. Alors, si on prend le type d'épilepsie, d'où l'intérêt d'avoir un syndrome extrêmement précis pour savoir quoi suivre et comment aider l'enfant. Si c'est une épilepsie frontale, on va avoir les conséquences donc du dysfonctionnement frontal avec une atteinte des fonctions cognitives et dans la régulation du comportement, donc des troubles des fonctions exécutives, une grande distractibilité, une impulsivité, des troubles comportementaux et sociaux avec des changements affectifs, une altération de la personnalité, voire une vraie désinhibition, et puis des troubles de la coordination motrice, la programmation.
Dans une épilepsie temporale, ça sera plutôt lorsque c'est un foyer temporal gauche, donc un déficit de la mémoire auditivo-verbale, et on comprendra que l'enfant a des difficultés scolaires très importantes à ce moment-là, ou dans la mémoire visuelle quand c'est dans le cadre de foyer temporal droit. Donc, c'est des enfants qui ont des difficultés scolaires avec un QI normal. Donc, si l'évaluation neuropsychologique qu'on fait se limite à faire passer un quotient intellectuel, on va vous répondre il est normal. Pour autant, cet enfant sera toujours en difficulté. Donc, à nous de chercher pourquoi. Donc voilà, le langage bien sûr temporal gauche et puis les troubles du comportement aussi avec des troubles des conduites, hein. Ce sont souvent des enfants qui doivent avoir des évaluations pédopsychiatriques, tout à fait, bien faites qui permettent de détailler ces différents troubles et de savoir les traiter correctement. Et enfin, il y a des enfants qui ont vraiment un déficit de la reconnaissance des émotions faciales avec un trouble de leur interaction et du comportement social et qui parfois a un diagnostic très rapide d'enfant autiste, alors que non, c'est vraiment les crises qui sont responsables de cela. Alors, enfin, les épilepsies focales autolimitées, donc à pointe centrotemporale, celles qui sont dites le plus bénignes. Et c'est vrai que très souvent, on dit aux parents, bon, ben, écoutez, il y a des pointes centrotemporales, c'est une épilepsie bénigne de l'enfance qui doit céder avant la puberté et qui ne devrait pas poser de problème à l'école. En fait, il y a des déficits cognitifs durant surtout la phase active de la maladie et qui est souvent corrélée à une activité donc électrique de pointe dans le sommeil lent qui sont importantes, avec des troubles de l'attention, des fonctions exécutives, la coordination, langage, moteur, enfin bref, tout ce qui peut retentir sur les apprentissages scolaire et donc il faudra bien rechercher cette aggravation cognitive et si elle existe, réadapter le traitement. Mais attention, certains traitements sont aggravants dans le contexte, comme parfois la carbamazépine. Ensuite, les traitements antipéleptiques, hein, les questions que posent les parents et comment y répondre, c'est est-ce que ces traitements auront des effets secondaires? Toujours dans l'optique de faire la balance bénéfice-risque. Est-ce que c'est plus risqué de laisser un enfant faire des crises? Est-ce que c'est plus risqué de mettre en route un traitement antiépileptique? Donc, les conséquences cognitives positives, ce qui est positif, c'est bien sûr le contrôle des crises, la diminution de l'activité épileptique intercritique et la diminution de l'anxiété environnementale. Si l'enfant fait plus de crises, la famille sera moins stressée et donc, bien sûr, l'enfant en aura un aspect tout à fait positif. Par contre, il y a des effets secondaires indéniables, donc avec des baisses du temps de réaction, de la vigilance, attention à l'initiation rapide du traitement ou d'un terrain préexistant. Donc, il faudra bien évaluer l'enfant avant de commencer un traitement. Certains enfants ont déjà des troubles du comportement qui peuvent être aggravés par les traitements. Les effets secondaires. Alors maintenant, c'est tout un champ très nouveau dans la pharmacologie et qui est vraiment extrêmement important et je pense qu'il va révolutionner les prescriptions, c'est celui de la pharmacogénétique qui va nous permettre de comprendre pourquoi certains enfants, dans ce cas-là, mais pour d'autres médicaments bien sûr, réagissent correctement au traitement et d'autres vont très mal le supporter. Il y a certainement des facteurs génétiques ou épigénétiques pour expliquer cela et la pharmacogénétique nous permettra, c'est, vous savez, la fameuse médecine personnalisée qui doit être la médecine du 21e siècle. Alors, en général, en monothérapie, c'est bien, les traitements sont bien tolérés. Par contre, en polythérapie, on a en général des effets secondaires plus importants. Juste, dans les traitements, donc les antiépileptiques de deuxième génération, carbamazépine et valproate sont moins toxiques que ceux qui étaient utilisés, phénitoïne et phénobarbital. Mais à forte dose, et parfois on augmente les doses, on aura des déficits de la vitesse de traitement, des troubles psychomoteurs. Les benzodiazépines extrêmement utiles, en particulier dans les situations d'urgence, au moment du diagnostic, quand on va mettre en place un traitement lorsqu'il y a un risque immédiat de crise. Mais il faut savoir qu'il faut les poursuivre le moins longtemps possible parce qu'il y a des effets secondaires, donc sédation ou au contraire hyperactivité paradoxale. Et ça, vous connaissez tous l'enfant à qui on a donné du Valium et qui est complètement excité et qui n'arrive même plus à dormir du fait de cette hyperactivité.
Le troisième génération, donc il y a un peu moins d'effets secondaires, mais quand même, on retrouve des troubles du comportement, on retrouve de réelles dépressions et puis des effets sur l'humeur et le comportement qui sont fréquemment rapportés. Voilà, donc la formation concernant ces troubles doit être constante pour les familles et les enfants. Il faut aussi bien expliquer à l'enfant quand on met en route un traitement que peut-être il va se sentir un peu plus fatigué ou au contraire un peu plus excité et qu'il faut absolument qu'il le signale et qu'on va tout faire pour améliorer cette situation qui est très difficile pour lui à vivre. Donc ce bilan, il doit être systématique, il doit être réalisé en cas de plainte de l'enfant de l'entourage, en cas de diminution des résultats scolaires, et puis quand bien sûr il y a des signes qui apparaissent. Et comme je vous le disais, en fait, cette atteinte neuropsychologique est souvent sous-estimée. Alors, simplement une étude qui était déjà ancienne, mais qui là aussi est importante, c'est Nathalie Villeneuve, donc qui avait fait dans le service, enfin d'abord à Paris puis à Marseille, cette étude et qui retrouvait quand même des difficultés scolaires entre 60% à 75%. Donc ces enfants, il faut vraiment les suivre au niveau de la scolarité et que ces enfants avaient besoin d'une prise en charge extrascolaire et également au sein de l'école aussi une attention plus particulière. Donc ça, c'est vraiment le rôle du pédiatre d'assurer tout ce suivi et ce retentissement au niveau scolaire. Donc les causes, c'est bien sûr si l'enfant fait des crises très fréquemment, s'il y a un absentéisme, s'il y a une lenteur, le rôle des traitements là-dessus, mais ne pas oublier aussi les causes qu'on va appeler psychologiques, avec un enfant qui perd confiance, qui essaye de travailler et quoi qu'il fasse, il n'y arrive pas. Donc une réelle démotivation, des difficultés relationnelles et puis la décompensation d'un contexte fragile et avec de réelles atteintes cognitives, d'où une souffrance multifactorielle. Donc le pédiatre, il doit dépister cette souffrance scolaire, anticiper les difficultés, donc informer l'enfant, informer la famille et informer le milieu scolaire, donc si possible aller au sein des équipes éducatives. Et c'est toujours la question, doit-on dire ou pas qu'un enfant est épileptique? Je crois que cette question maintenant est résolue au sein de l'école et il est quand même important d'adapter la scolarité de cet enfant. Il aura peut-être besoin d'un tiers, ce qu'on appelle un tiers-temps, c'est-à-dire un temps adapté un peu plus long pour faire certains devoirs, apprendre à lire et ne pas le laisser en échec. Et tout ça, bien sûr, c'est pour préparer l'avenir. Et les conseils doivent être avant tout de bon sens, comme d'habitude en pédiatrie. L'autre question, la restriction des activités, en général, non. On dit non. Groupe 1, on peut tout faire, c'est les sports collectifs. Groupe 2, ski alpin, sport nautique. Alors là, il faut faire attention parce qu'il y a une majoration modérée du risque pour le pratiquant, mais pas pour les autres pratiquants. Donc voilà, là aussi, il faut qu'ils soient encadrés. Et ce qu'on n'aime pas trop, le risque majeur en cas de crise, c'est l'alpinisme, la plongée sous-marine. Bon, on peut quand même expliquer à l'enfant et à sa famille qu'il y a d'autres sports et en tout cas, il pourra faire exactement comme les autres. Les enfants, on les suit jusqu'à l'âge adulte, arrive 18 ans. 18 ans, c'est le permis de conduire. Donc ça, c'est la première question. C'est est-ce que je peux passer mon permis? Donc là aussi, il y a des règles dans la conduite accompagnée et une attention identique à celle du permis. Et il faudra voir en fait en fonction non seulement des crises, mais des traitements pris, puisqu'un certain nombre de traitements contre-indiquent la conduite. Donc là aussi, il faudra bien reprendre tout ça. Dernier message, les anti-épileptiques et la jeune fille. Donc vous savez que depuis maintenant pratiquement le début des années 2000, on a fait une corrélation en démontrant une causalité donc entre la prise de valproate pendant la grossesse par la mère pendant la grossesse et l'apparition de troubles du neurodéveloppement chez l'enfant. Donc le corollaire de cela, c'est que le valproate va être donné le moins possible chez une jeune fille qui est réglée et on donnera si possible d'autres médicaments, encore qu'actuellement on commence à parler d'autres effets des effets des autres antiépileptiques, mais le valproate est donc contre-indiqué et on lui remettra, donc on a un document qui s'appelle attestation d'information partagée où tout est bien inscrit
Et il faut qu'on fasse signer si on doit quand même mettre le valproate chez une jeune fille, par exemple dans une épilepsie généralisée ou une épilepsie myoclonique juvénile. À ce moment-là, on fera signer un papier pour dire qu'ils ont bien compris et qu'il ne faut surtout pas de début de grossesse, donc on donne une contraception en même temps. Voilà, donc l'épilepsie, qu'est-ce qu'il faut retenir? L'épilepsie est une maladie chronique. Les traitements sont des anticrises, mais ce n'est pas un traitement spécifique de l'épilepsie. La durée dépend du diagnostic. En général, le début avant 10 ans est de durée variable avec, dans certains cas, un arrêt en phase pubertaire. Et le début après 10 ans, là, c'est pratiquement dans tous les cas, sauf les cas où il y a une dysplasie focale ou une épilepsie chirurgicale où on va pouvoir enlever la lésion. Dans pratiquement tous les cas, le traitement sera à vie. Donc, cet accompagnement doit se poursuivre à l'âge adulte et c'est là que rentre ce qu'on appelle la phase de transition, aussi cet accompagnement de l'adolescence au jeune adulte et trouver surtout des neurologues adultes qui prennent la suite et qui continuent à accompagner ces enfants. Voilà, si vous voulez en savoir plus, donc vous pouvez vous référer à la dernière édition du livre de neurologie pédiatrique que j'ai eu l'honneur de coordonner avec ma collègue et néanmoins amie, ou mon amie et néanmoins collègue, Isabelle Deguerre, avec qui je travaille, donc qui est à Necker et une collaboration sans faille depuis plus de 30 ans. Et puis simplement pour vous dire que non, je ne suis plus chef de service depuis le 1er novembre 2025, puisque je suis retraitée et que je remercie toute l'équipe qui m'a accompagnée depuis plus de 40 ans et en particulier, donc maintenant, vous avez le professeur Mathieu Mille qui a repris le service d'une main de maître et qui continue à gérer toute l'équipe. Merci beaucoup.